Afrique Média. Le monde, c'est nous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Afrique Média, la télévision panafricaine. C'est le journal africain, le sommaire. Au Tchad, l'ancien président de la République, Hissène Habré, décédé il y a quelques jours au Sénégal, a été inhumé ce jeudi, du côté de la capitale sénégalaise. Hissène Habré, victime de la pandémie de Covid-19, a finalement été inhumé au lieu du Tchad, du côté du Sénégal. L'ancien président de la République était incarcéré de ce côté-là. Il était accusé de crimes contre l'humanité perpétrés du côté du Tchad. Et puis au Mali, on parle une fois de plus de l'affaire de l'achat de l'avion présidentiel du côté du Mali. Le Mali est en ébullition. L'ex-premier ministre Soumeïlou Boubé Maïga est désormais mis sous mandat de dépôt. Dans le cadre de cette affaire, nous retrouvons Monoko Touali du côté de Bamako pour en parler dans le cadre de cette édition du Journal africain. Et puis on parlera également de la rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc. Quelles conséquences peuvent résulter de cette rupture? Conséquences sur le plan économique, sur le plan politique. Nous en parlerons donc avec vous et nos invités dans le cadre de cette nouvelle édition du Journal africain. Et merci de nous retrouver sur les antennes de la télévision panafricaine pour cette autre édition du Journal africain consacrée bien sûr à l'actualité africaine. L'édition de ce soir, nous la débuterons par le Tchad où il y a quelques jours, le pays a perdu son ancien président de la République, Hissène Habré, incarcéré du côté du Sénégal. Il était accusé de crimes contre l'humanité. Hissène Habré est donc décédé de suite de la pandémie de Covid-19. Fabrice Ndoum nous donne plus de détails dans ce reportage qu'il signe. Il repose depuis quelques heures au cimetière musulman de Yoff au Sénégal, très loin de la terre qu'il a vu naître et surtout qu'il a dirigé en tant que président pendant 8 ans. 2 jours après son décès du Covid-19 à l'âge de 79 ans, l'ancien président tchadien Hissène Habré a été enterré ce jeudi 26 août au Sénégal. Une décision très attendue alors que se posait la question du rapatriement de son corps au pays natal, le Tchad. En effet, suite à sa condamnation à perpétuité pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité durant son règne, de 1982 à 1990, l'ancien chef de l'État tchadien habitait depuis 31 ans au Sénégal. Au lendemain de son décès, les autorités du Conseil militaire de transition s'étaient montrées favorables au transfert de la dépouille du regretté. Seul hic, pas d'hommage officiel, en raison de ses condamnations et par respect pour ses victimes selon le communiqué officiel. Une volonté qui contraste avec le désir de l'une de ses épouses. Dès le soir de son décès, Fatima Raymond Habré avait annoncé qu'elle souhaitait que son mari repose en terre sénégalaise tant qu'il ne serait pas réhabilité au Tchad. On retiendra davantage de lui qu'il a été l'un des précurseurs à affirmer la fierté d'être africain, d'être tchadien. Dans un contexte où son pays, le Tchad, était envahi par les Libyens, il aura tout fait avec ses compagnons d'armes de l'époque pour restituer le Tchad aux Tchadiens. C'est donc une nouvelle page de l'histoire du Tchad qui s'est tournée aujourd'hui. Seul point sombre, la question de l'indemnisation des victimes des atrocités de son règne qui persiste 30 ans après. Prenons la direction de Dakar pour y retrouver Abdoulaye Mbo pour commenter cette actualité concernant l'ancien président de la République du Sénégal. Bonsoir à vous, cher ami Abdoulaye Mbo. Merci d'avoir accepté l'invitation de la télévision panafricaine pour cette autre édition du Journal africain. Eh bien, Hissène Habré repose désormais du côté du Sénégal. Est-ce qu'il y a eu une foule lors de son inhumation aujourd'hui? Retrouvé sur le plateau de la télévision panafricaine, Afrique Média, et comme vous l'avez dit, Hissène Habré repose désormais justement au cimetière musulman de Yoff, et précisément à Dakar, cimetière où repose d'ailleurs, je dois le rappeler, l'ancien président du Cameroun, Ahmed Aïdjo. Donc aujourd'hui, la cérémonie s'est passée de manière sobre, il n'y a pas eu de foule justement lors de la prière mortuaire justement du président Hissène Habré.
puisqu'en dehors justement d'autorités religieuses par rapport à la mosquée où véritablement s'est tenue la prière mortuaire, il n'y avait pratiquement que deux personnalités politiques, à savoir l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye, mais également l'une des figures de l'opposition sénégalaise, M. Mamadou Lamine Diallo du mouvement Tekib, par ailleurs député à l'Assemblée nationale. Donc, il y a eu une présence policière justement pour escorter la dépouille de M. Hissène Habré, mais en dehors de la mosquée où la cérémonie véritablement a été sobre, au niveau justement du cimetière musulman de Yoff également, la cérémonie a été sobre, puisqu'il n'y a pas eu, en tout cas, de hautes personnalités de l'État ou d'anciennes personnalités ayant justement appartenu à d'autres régimes précédents qui ont accompagné justement M. Hissène Habré en sa dernière demeure. Donc, ici à Dakar, véritablement, cela n'a pas été un grand événement, un gros événement, tel que c'était le cas par ailleurs suite à la perte de certaines personnalités. Mais quoi qu'on puisse dire, il a été inhumé selon justement les rites musulmans et désormais il repose en paix justement au cimetière musulman de Yoff avec une forte présence justement de sa famille, de ses proches, mais également du village où il avait pris domicile, autrement dit, le village traditionnel de Ouakam. Pourquoi d'après vous la dépouille mortuaire d'Hissène Habré n'a pas été expatriée du côté du Tchad? On a écouté dans le reportage de Fabrice Ndoum tout à l'heure, le gouvernement de transition mené par le général de corps d'armée, Mahamat Idriss Déby, était favorable à ce que le corps de l'ancien président soit rapatrié du côté du Tchad, mais n'était pas pour l'organisation d'obsèques officielles. Est-ce que vous pensez que c'est seulement cette raison-là qui a empêché le rapatriement de la dépouille de l'ancien président de la République du Tchad? Ben, que nenni, je ne pense pas, parce qu'il faut quand même rappeler le passage justement de M. Hissène Habré à la tête du Tchad entre 1982 et 1990, et justement, magistère au cours duquel il a été justement accusé de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de viols perpétrés et contre justement des citoyennes tchadiennes. Donc, il y a beaucoup d'histoires autour justement de M. Hissène Habré. On le sait pertinemment. Entre lui et M. Idriss Déby Itno, les relations n'étaient pas les meilleures, suite justement au coup d'État perpétré en 90. Et l'actuel, justement, Amphore de N'Djamena, il faut le rappeler, n'est pas le fils biologique de M. Idriss Déby Itno. Donc, son père faisait partie justement de ces hauts officiers qui ont perdu la vie sous le magistère de M. Hissène Habré et qui a par la suite été adopté par M. Idriss Déby Itno. Donc, compte tenu de cette histoire, de ce passé justement de M. Hissène Habré et de ses relations avec M. Déby et quelques-uns de ses principaux compagnons, donc l'ensemble de ces faits, en tout cas, pousse à dire que la famille, par la voix de Mme Fatim Raymond Habré, a décidé tout simplement d'enterrer M. Hissène Habré ici à Dakar. Parce que, quoi qu'on puisse dire, Hissène Habré, il peut être vu comme un héros par une partie du Tchad, il peut être vu comme un tyran, justement, du côté du Tchad, mais peu importe, il faut rappeler qu'il a eu à faire beaucoup pour le Tchad. Il a été l'un des principaux, en tout cas, hommes de main du Tchad. Il a été un des pères, justement, de la libération du Tchad par rapport, justement, au conflit libyen et par rapport à la bande d'Aouzou. Donc, compte tenu de l'ensemble de ces facteurs, je crois bien que Mme Fatim Raymond Habré, justement, a décidé, en parfait accord avec la majorité de la famille Habré, justement, d'enterrer Hissène Habré ici au Sénégal, terre d'accueil. Il est arrivé ici après un bref passage, je crois bien, au Cameroun, avant justement de rallier Dakar, où depuis lors, en tout cas jusqu'à sa mort, il a vécu véritablement en paix avec les Sénégalais qui l'ont véritablement vu comme un héros, qui l'ont perçu comme un héros, même s'il est vrai que d'aucuns disaient qu'en réalité, M. Hissène Habré a été un tortionnaire qui a liquidé près de 40 000, en tout cas, personnes durant 8 ans de règne. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, la décision a été prise, l'avocat de la famille a parlé, la famille a parlé et aujourd'hui, la décision, justement, a été prise et officiellement, il a été enterré, justement, au cimetière musulman de Yoff. Mais il faut rappeler encore une fois de plus qu'il y a en tout cas des questions liées à la géopolitique, on le sait pertinemment. Il y a des questions liées à la géosécurité, on le sait pertinemment, mais également des questions diplomatiques compte tenu des relations entre le Tchad et justement certains pays occidentaux tels que la France. Mais quoi qu'il en soit, le plus important, c'est de savoir que M. Hissène Habré, partant de sa famille, repose justement au cimetière de Yoff
il a eu à bénéficier de l'ensemble des rites musulmans. Il était musulman, on le sait. La prière mortuaire s'est déroulée dans les meilleures conditions possibles. Il y a eu un cortège qui l'a accompagné à sa dernière demeure, suivi de son enterrement, pour qu'il repose éternellement et en paix, justement en terre sénégalaise. Cher ami Abdoulaye Mbo, d'avoir répondu à nos questions dans le cadre de cette édition du Journal africain. On rappelle, l'ex-président tchadien Hissène Habré repose désormais au cimetière musulman de Yoff, dans la capitale sénégalaise. Prenons à présent la direction du Mali dans l'affaire dite de l'achat de l'avion présidentiel. La justice malienne a longtemps voulu un procès. Elle aura finalement son procès car l'ancien Premier ministre Soumeïlo Boubèye Maïga a été placé sous mandat de dépôt. Il a été interpellé le jeudi 25 août 2021 par le procureur général auprès de la Cour suprême. Son arrestation rentre dans le cadre de l'affaire dite de l'achat de l'avion présidentiel et d'équipements militaires. Rappelons que la semaine dernière, Soumeïlo Boubèye Maïga, ancien Premier ministre et ministre de la Défense, avait déclaré sur un plateau télé que l'affaire était classée sans suite. Quelques jours plus tard, le procureur de la Cour suprême, Mamoudou Timbo, avait démenti cette information. Des ministres, conseillers du président et des hommes d'affaires avaient été mis en cause en 2014, dont Soumeïlo Boubèye Maïga, dans le cadre de cette affaire, sous la présidence d'Ibrahim Boubacar Keïta, l'achat d'un avion présidentiel à près de 20 milliards de francs CFA et des contrats de plusieurs dizaines de milliards de francs CFA pour l'achat d'équipements militaires avait défrayé la chronique. Nous sommes en direct de Bamako avec Monoko Touali pour commenter cette actualité malienne. Bonsoir Monoko Touali, merci d'avoir accepté l'invitation de la télévision panafricaine une fois de plus ce soir. Eh bien, on croyait définitivement cette affaire, l'affaire dite de l'achat de l'avion présidentiel et des équipements militaires terminée, mais au-delà, la justice malienne a voulu un procès. Monoko Touali, elle aura son procès. Merci Junior de m'avoir encore associé à ce rendez-vous du grand journal Afrique Média. Effectivement, ici le Mali, on peut donc parler qu'il y a des signaux pour un Mali nouveau. Si toutefois, au niveau des juridictions, on ouvre maintenant les gros dossiers. Peut-être qu'il faut dire qu'on est en train de dépoussiérer les dossiers qui étaient enfouis dans les armoires, des choses. On parle donc de 2014 par rapport à l'achat de l'avion présidentiel et des équipements militaires. C'est depuis cette date jusqu'à ce que le bureau du vérificateur général ait décelé des anomalies, tant au niveau des écritures, des signatures et même certaines attitudes. Alors là, avant 2018, c'était donc supposé classé. Le dossier était classé. C'est ce qui a d'ailleurs fait dire l'ex-premier ministre Soumeïlo Boubèye Maïga sur le plateau, comme vous le disiez, d'une télévision ici au Mali, que le dossier était classé. Est-ce que ces propos avaient donc suscité une colère ou bien ça avait certainement choqué la haute cour, c'est-à-dire la Cour suprême? Du coup, le procureur de la Cour suprême sort de ses gongs et là, il marche sur des grands chevaux et il dit ici à la télévision nationale que le dossier n'a jamais été clos et que les enquêtes sont en cours et que ceux qui vont être attendus seront entendus. Effectivement, ça va être suivi des faits et hier, on a annoncé qu'aujourd'hui, l'ex-premier ministre Soumeïlo Boubèye Maïga serait attendu. Évidemment, ce matin, il a répondu, mais il est sous mandat de dépôt, y compris Madame la ministre, on dit désormais la ministre, Madame la ministre de l'économie et des finances, Madame Fili Sissoko, elle est aussi mise sous mandat de dépôt. On peut donc imaginer que des grosses têtes tomberont ici au Mali dans ce cadre précis. Junior. Eh bien, Monoko Touali, vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous avez parlé de la sortie des anciens gros dossiers qu'on croyait enfouis dans la gestion de la politique malienne. Il y a quelques semaines, c'était au tour du fils de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta d'être inculpé par la justice dans le cadre de l'affaire de l'assassinat du journaliste Birama Touré. Cette fois, c'est l'ancien Premier ministre Soumeïlo Boubèye Maïga qui est impliqué dans l'affaire dite de l'achat de l'avion présidentiel et des équipements militaires. À quoi doit-on s'attendre dans les jours ou les mois à venir? Est-ce qu'il y a une autre grosse affaire qu'on croyait enfouie et qui risque d'éclater dans les mois à venir, Monoko Touali? Oui, Junior, vous dites bien de souligner cela parce que il y a quand même un contexte qui est celui, n'est-ce pas, de la transition et la fin de la transition. Il faut d'abord faire observer que les partis politiques
c'était déjà en coalition, se sont prononcés déjà du fait qu'il n'y aurait pas de prolongation de la transition. Ça, c'est un premier facteur. Deuxième facteur, la CEDEAO aussi est très exigeante par rapport à la limite de cette transition. Alors, est-ce que tout cela va être mis dans le même panier pour pouvoir gérer certaines situations? Mais ici, pour ce qui est donc de la lutte contre la corruption, la délinquance financière, tant au niveau des entreprises étatiques que privées, le bureau de vérificateur général qui a veillé au grand et que les dossiers qui sont en instruction vont donc nous amener certainement à découvrir encore d'autres grosses pointures. Vous l'avez dit, certainement, l'ex-patron de la sécurité d'État qui est actuellement sous mandat de dépôt dans le cadre de l'affaire Birama Touré, le journaliste Birama Touré. On a également attendu plusieurs personnes dans des dossiers de détournement, par là du maire du district de Bamako, Adama Sangaré et d'autres. Alors là, on peut donc supposer que dans les prochains jours, des grosses têtes pourront être non seulement interpellées, mais tombées. Mais il faudrait à ce niveau-là peut-être penser avoir l'œil vigilant sur les frontières, parce qu'à cette allure-là, certains pourront certainement passer par-dessus les murs, pour ne pas dire traverser les frontières. Merci à vous, Monoko Toali, d'avoir répondu à ces quelques questions. Nous resterons bien sûr en alerte en ce qui concerne cette affaire dite de l'achat de l'avion présidentiel. Nous reviendrons sûrement dans d'autres éditions pour parler continuellement de cette affaire. On sort du Mali pour prendre la direction du Niger. Les forces armées nigériennes ont une fois et de plus été victimes de la barbarie et de la secte islamiste Boko Haram. Ces deux soldats de l'armée nigérienne ont perdu la vie dans une attaque dans le village de Baroua, premier village concerné par l'opération Retour au village des déplacés internes nigériens. L'attaque fait 16 morts chez les soldats nigériens et une cinquantaine dans le camp terroriste. Ce sont des positions de l'armée et de la garde nationale qui sécurisaient le village de Baroua, qui ont été attaqués par plusieurs centaines d'éléments de Boko Haram, selon le communiqué du ministère de la Défense nationale, en traversant le lac Tchad à pied, à cheval et en pirogue pour attaquer Baroua. Les djihadistes de Boko Haram ont subi un revers cuisant, d'où le nombre élevé de morts dans ses rangs, selon un membre de la société civile du côté de la ville de Difa. Les militaires ont réussi à déloger les terroristes qui étaient parvenus à pénétrer dans le village. Une importante quantité d'armes a également été récupérée. Environ 6000 âmes vivent dans le village de Baroua, situé à 3 km du lac Tchad. Il y a environ 2 mois, l'ensemble de la population qui avait fui le village à cause des attaques incessantes de Boko Haram est retournée vivre dans les rues du village abandonné. C'était la première phase d'un retour des réfugiés internes dans leur terroir. Les braves populations de Baroua, qui vivent de la pêche et de l'agriculture, avaient accepté de retourner dans leur village à condition, entre autres, qu'elles soient sécurisées. Le président Mohamed Bazoum était venu en personne à Baroua le 2 juillet dernier pour lancer l'opération Retour au village. Présence militaire renforcée avec appui des forces spéciales, ravitaillement en vivres et en eau, reconstruction des bâtiments officiels. Les autorités s'attendaient à des représailles du groupe Boko Haram en s'attaquant à ce village. Symbole de la première opération réussie du retour des déplacés, Boko Haram a voulu s'aimer le chaos et décourager d'autres déplacés de retourner dans leurs villages respectifs. 130 000 déplacés internes sont entassés dans des hameaux de fortune le long de la Nationale 1 du côté du Niger en attendant le retour. Quant aux réfugiés nigériens, ils sont 123 000. Le rapatriement dans leur pays d'origine prendra fin en décembre de cette année. Sortons de l'Afrique de l'Ouest pour mettre le cap sur l'Afrique du Nord pour reparler de la rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc. La décision algérienne de rompre les relations diplomatiques avec le Maroc marque une nouvelle étape après des semaines de tensions entre les deux pays. Pour le ministère des Affaires étrangères du Maroc, cette décision prise par Alger est complètement injustifiée mais était attendue. Ceci étant, quelles conséquences cette rupture peut avoir sur les échanges entre les deux pays, mais également dans l'ensemble de la région? Nous sommes avec Gamal Abina pour commenter cette actualité. Bonsoir à vous, Gamal Abina. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle, vous êtes expert en questions sur le Maghreb. Eh bien, on reparle ce soir de la rupture des relations diplomatiques entre Alger et Marrakech. Quelles sont, Gamal Abina, d'après vous, quelles conséquences peuvent entraîner la rupture de ces relations entre le Maroc et l'Algérie? Alger et Rabat, c'était entre les deux capitales. Oui, donc la rupture des relations, elle va entraîner comme conséquence déjà sur le plan terrestre, ça n'a pas bougé beaucoup puisque les frontières étaient fermées depuis 1994, je le rappelle.
à la suite de l'imposition des visas par le pouvoir marocain de l'époque, qui était Hassan II. Alors les conséquences directes, ça va sans doute, c'est pas encore acté, mais sans doute être la rupture de l'alimentation de l'Espagne via le Maroc avec ce fameux gazoduc qui reliait l'Espagne au Maroc, gazoduc maghrébin qui avait été d'ailleurs à l'époque construit à la suite de la signature de l'Union du Maghreb arabe comme une forme d'apaisement entre les deux pays. Donc ils avaient fait un gazoduc assez important qui bénéficiait au Maroc puisqu'il touchait 7% d'indemnité pour le passage du gaz vers l'Espagne. Ils touchaient un tarif préférentiel sur le gaz évidemment et ça leur apportait en bon an mal an, ça leur apportait entre 2 milliards et 500 millions de dollars à 2 milliards. Avec la base du pétrole, c'est à peu près 500 millions de dollars. C'est ça les échanges en substance qui relient l'Algérie au Maroc en termes économiques. En termes politiques, ça va avoir des conséquences. Il faut rappeler quand même que le Maroc a tendance un petit peu à se mettre en froid avec pas mal de monde sur ses frontières. On ne parlera pas du Sahara occidental, c'est évident, mais surtout l'Espagne, c'est pas passé ces derniers temps, l'Allemagne non plus. Ils sont rapprochés d'Israël, donc ça n'a pas plu à beaucoup de pays africains, évidemment. Et puis surtout, le Maroc, avec les différents. Lui, peut-être tout seul ou pas, on ne sait pas. Il a créé quand même une tension avec l'Algérie qui aurait pu avoir des conséquences lourdes. On parle toujours du caractère intangible des frontières, on ne veut pas être touché, les frontières de la décolonisation, mais il se trouve que c'est Kabyle. Les Algériens auraient pu répondre par la même en disant qu'il y a bien un peuple au Maroc qui s'appelle le Rif et qu'il y avait bien une république qui a existé pendant 6 ans et qui pourrait réclamer sa indépendance, qui ne réclame pas, et que les Algériens ne veulent pas non plus mettre en avant parce qu'on ne veut pas que les frontières bougent, évidemment, on ne veut pas qu'on déstructure les États. Mais toutes ces questions ont fait que les relations sont très dégradées et qu'il est peu probable qu'elles s'améliorent. Alors, pour rappel, les relations économiques étaient très basses, mais l'ironie du sort voulait que le Maroc, qui exportait son savoir-faire vers l'Algérie en termes déjà artisanal, pour commencer par cette grande qualité qu'a le Maroc, ça passait nécessairement par Marseille. C'est le port de réexpédition. Donc pour avoir des tomates fraîches du Maroc, on passait par Marseille pour venir vers Alger. Donc c'était assez ridicule, ça ne va pas s'améliorer malheureusement. Ensuite, le rapport transfrontalier entre l'Algérie et le Maroc, c'est un rapport un petit peu de contrebande qui permettait de faire vivre les villes frontalières marocaines, particulièrement en matière d'énergie. Surtout, il y a beaucoup de trafic d'essence ou de gaz. Là, ce ne sera plus le cas. Et puis surtout, la relation UMA, Union du Maghreb arabe, va être largement dégradée à cause de cette querelle qui risque de laisser des traces, sauf évidemment si les plus hautes autorités veulent mettre un terme à cela. Alors, toutes ces questions sont inquiétantes, sachant que l'Algérie était inquiétée sur ses frontières, puisque la Tunisie est instabilisée, la Libye a été détruite, le Mali est instabilisé avec les mouvements djihadistes, on le voit aussi au Niger, toutes les frontières algériennes, Maroc incluses aujourd'hui, sont en tension. Donc, les Algériens n'ont pas l'intention de revenir en arrière, je le crois. J'espère que ça ne durera pas, mais malheureusement, ça en prend en chemin. Le fait qu'ils avaient longtemps l'alternative à ce gazoduc, il y a le Medgaz qui a été construit, qui va être entré en activité à la fin de l'année, donc ça remplacera facilement la fin de l'exportation par le Maroc, ce qui est peut-être un manque à gagner pour les Algériens, mais c'est un grand manque à gagner pour les Marocains. C'est quand même à peu près 50 millions de dollars qu'ils ont encaissés indépendamment des tarifs préférentiels. Donc les conséquences directes, c'est l'économie, le peu d'économie qu'il y avait entre les deux pays, mais surtout, c'est la relation dégradée par rapport à cette fameuse Union du Maghreb arabe qui voulait une intégration économique et régionale avec une sécurité aux frontières. Donc c'est ça qu'on doit retenir, à savoir qu'il y aura effectivement, malheureusement, un vrai recul. L'Union du Maghreb arabe a été signée en 1990. Il y avait une bonne ouverture, et puis maintenant, il n'y a plus grand monde dans l'Union du Maghreb arabe qui est en mesure de pouvoir prédire une amélioration des relations. On le sait, cette rupture de relations entre le Maroc et l'Algérie intervient à la suite des incendies qui ont ravagé la région de Kabylie. Alger accuse le Maroc d'être impliqué d'une manière ou d'une autre dans ces incendies-là. Comment la population du côté de l'Algérie vit cette rupture de relations diplomatiques entre les deux pays? Alors maintenant, on sort du domaine politique pour aller au domaine humain, donc parce que l'humain en Afrique a du sens, c'est pas une plaisanterie, les gens se connaissent, se parlent, les familles transfrontalières existent, et c'est très mal vécu dans la mesure où les Algériens avaient espéré une ouverture, comme les Marocains d'ailleurs, de la frontière. Pour rappel, pour parler du rapport humain, cette fois-ci du rapport des peuples, parce que les peuples n'ont rien à voir avec les dirigeants. Quand l'Algérie gagne, par exemple, la Coupe d'Afrique, tout le Maroc célèbre la victoire algérienne. Ça n'est pas du tout organisé par l'État, c'est vraiment spontané parce que les Marocains se sentent très proches. Et c'est logique des Algériens, puisqu'il faut rappeler tout de même, malgré tout, que c'est le même peuple. Qu'on le veuille ou non, ce sont des peuples arabo-berbères qui ont toujours communiqué, puisqu'ils ont toujours été ensemble avant la colonisation, et qui ont été séparés par des frontières coloniales tracées à la règle. Il suffit de voir
le découpage de la région pour s'en rendre compte. Donc oui, le peuple algérien, comme le peuple marocain, sont les deux peuples les plus grands perdants dans l'histoire parce qu'ils déplorent ces relations délétères. Après, la question qui a été posée par rapport à l'Algérie, la provocation qui a été faite, c'est une vraie provocation en termes diplomatiques, par malheureusement cet ambassadeur un peu indélicat, c'est de parler d'un peuple kabyle qui mériterait l'indépendance. Ça, c'est touché au ciment national, qui d'ailleurs n'est demandé par personne en Algérie, et ça a vraiment heurté les Algériens. Alors, indépendamment du peuple marocain, les Algériens au même titre que les Marocains apprécient les Algériens, la relation politique dégradée ne va pas améliorer la relation malheureusement sur le terme, mais on espère qu'effectivement il y aura peut-être de la société civile, peut-être va émerger un mouvement de fond pour demander qu'enfin que ces dirigeants se parlent. Mais la vraie faute, s'il y en a une, il y a des calculs algériens, faut pas le perdre de vue, hein. Ça reste de la politique. Quand l'Algérie par exemple va couper le gaz au Maroc, si elle le fait, elle avait déjà prévu l'alternative, donc ça veut dire qu'il y avait déjà quand même une perspective. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut espérer pour l'apaisement des tensions, c'est que les dirigeants se parlent directement, qu'ils arrêtent de se tourner le dos et que les peuples fassent pression sur les dirigeants pour obtenir enfin un apaisement. On ne peut pas rentrer dans cette guéguerre, c'est pas l'Alsace-Lorraine, on n'est pas en conflit frontal. Il y a eu des manœuvres un petit peu indélicates de la part du Maroc, mais il n'en demeure pas moins que ça peut être résolu parce qu'il faut rappeler encore une fois, et les gens ont tendance à l'oublier, que l'Algérie reste le pilier de l'Afrique du Nord. C'est-à-dire que c'est le socle le plus solide, il a pu faire face à la décennie noire, il n'a pas supporté les révoltes arabes de 2011, et surtout aujourd'hui, c'est un pays qui est très solide économiquement et militairement. Ça a un sens important au Maghreb, et on a besoin qu'une Algérie forte soit entourée d'États forts, et pas d'États faibles, ou d'États qui soient des États en défiance. Donc c'est ce que pensent, je pense, les populations maghrébines en général, et algériennes et marocaines en particulier. Ils n'ont aucun problème les unes avec les autres, elles n'attendent qu'une amélioration de la relation, comme ce qu'on voit, on l'observe avec la Tunisie. Les Tunisiens reçoivent 2 millions d'Algériens par an en tourisme, c'est pas par hasard. C'est vrai que le pouvoir d'achat des Algériens est important, et ce serait pas inintéressant que ça arrive au Maroc. Donc c'est un peu ça l'idée générale de la population. Je vous donne un retour des militants que je connais en général, puis surtout en général du peuple, tout simplement. Merci à vous, Gamal Abina, d'avoir répondu à nos questions dans le cadre de cette édition du Journal africain. Nous sortirons définitivement de l'édition de ce soir par l'île de Madagascar. Il y a plus d'1 an, le président de la République avait annoncé la fermeture des frontières à la suite de la propagation du coronavirus sur la grande île. En visite de travail du côté de la France, le président Andry Rajoelina a émis l'hypothèse d'une réouverture des frontières de Madagascar d'ici octobre prochain. Émilie Quiton signe ce reportage où elle nous donne plus de détails. Madagascar pourrait rouvrir ses frontières aux voyageurs étrangers en octobre 2021. Le président Andry Rajoelina a annoncé que son gouvernement est actuellement en train d'étudier cette possibilité, mais cela dépendra de la situation sanitaire des autres pays. C'était au cours d'une visite officielle en France où il a échangé avec des entrepreneurs francophones. Selon le président malgache, la réouverture des frontières nécessite de sérieuses préparations et de solides mesures d'accompagnement. Une campagne de vaccination a été lancée auprès de la population de Nosy-Be et de Sainte-Marie, 2 villes touristiques qui sont pratiquement à l'agonie depuis la fermeture des frontières et la crise sanitaire. La réouverture des frontières aux touristes favorisera la reprise des activités économiques, car en Madagascar, le tourisme représente 7% du produit intérieur brut. Le pays avait décidé de prolonger la fermeture de ses frontières suite à l'apparition du variant Delta. Le gouvernement a annoncé il y a 2 semaines que les cas de coronavirus sont en baisse dans le pays. D'après les chiffres officiels, 43 000 personnes ont été contaminées par le Covid-19 et 955 sont décédées depuis mars 2020. Lors de la rencontre avec les entrepreneurs francophones, Andry Rajoelina a multiplié les opérations de charme à l'endroit des investisseurs. Madagascar est le hub stratégique pour vos affaires, a-t-il lancé. L'État prévoit ainsi des mesures incitatives comme des offres de taxes référentielles pour les exportations pour attirer plus d'investisseurs. C'est avec ce reportage que nous refermerons cette édition du Journal africain. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique qui a travaillé pour la réussite de cette émission. Restez sur Afrique Média car nos programmes se poursuivent. Dans quelques instants, vous serez bien sûr en compagnie de Ulrich Lunga dans le cadre de l'émission Afrique Santé. Par la suite, ce sera au tour du maestro Fabrice Ndoum de vous entretenir avec ses invités dans le cadre de l'émission Africa Foot. Quant à moi, je vous retrouve demain
pour une autre édition du Journal africain. Il sera 19h heure de Bangui. Mesdames, Messieurs, bonsoir.